aujourd'hui, donc, je me suis proposé, c'est plutôt Clément qui m'a proposé, d'intervenir sur un sujet en fait, sur lequel je travaille depuis assez longtemps. Je lance donc ma présentation. Voilà, je pense que ça s'affiche maintenant. Euh, sur la compétence pragmatique en FLE. Est-ce que ça marche? Oui. Euh, bon, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on voit, pas de problème. Ok. Euh, je me suis proposé de travailler sur ce sujet qui m'intéresse beaucoup et qui a été pendant longtemps l'objet de mes recherches en linguistique. C'est pour ça que j'ai choisi donc de parler de la compétence pragmatique et de m'arrêter sur les différentes approches linguistiques qui travaillent sur la pragmatique, en fait, et voir comment les deux approches, en fait, méthodologiques et linguistiques peuvent se marier ensemble en classe de FLE. Je me présente, je m'appelle Bikova Olga, je suis docteur ès lettres, directrice du département de lexicologie et de stylistique de la faculté de langue française à MGLU, c'est l'université linguistique d'État de Moscou. Et j'aimerais commencer donc par une petite introduction et par l'idée que en fait, la communication en soi, c'est un processus assez complexe et qu'il faut, pour bien comprendre la communication et pour bien l'interpréter, envisager les différents facteurs qui interviennent ou qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit de l'organisation de la communication. Et beaucoup de chercheurs parlent aujourd'hui, dans le paradigme actuel, de la notion de compétence qui a été empruntée à Goffman avant tout. Mais j'ai choisi non pas les sujets les schémas pardon, de communication qui apparaissent un peu partout, comme le schéma de Jacobson, par exemple. J'ai choisi un schéma que j'affectionne beaucoup parce qu'il me semble assez complet pour représenter le processus de la communication. C'est le schéma d'une chercheuse française qui s'appelle Catherine Clervat-Orecchioni et qui travaille beaucoup dans le domaine de l'analyse conversationnelle, de la pragmatique, de l'analyse du discours, etc. Et à mon avis, ce schéma représente très bien les facteurs qu'il faut prendre en compte lors de la communication parce que ce schéma représente la communication comme un ensemble de deux univers, si on peut le dire, différents et de deux modèles. D'une part, le modèle de production, d'autre part, le modèle d'interprétation. Et dans chacun des deux modèles, en fait, c'est-à-dire celui de la personne, enfin, c'est celui du locuteur, il y a différents types de contraintes de l'univers du discours, qui sont les compétences linguistiques, paralinguistiques, idéologiques et culturelles, détermination psychologique, etc., qui sont représentées en miroir de l'autre côté, du côté de l'interlocuteur, et qui nous permettent en fait de parler déjà de cette notion de compétence en fait, qui est multiple chez l'un et chez l'autre, et qui nous permettent finalement de communiquer efficacement compte tenu de ces particularités identitaires que possède le locuteur et la locuteur. Euh, donc, où ranger ici la compétence pragmatique? Je pense qu'elle englobe plus ou moins toutes les compétences qui sont mentionnées parce qu'elle se trouve, à mon point de vue, au-delà de tout ce qui est représenté sur ce schéma et permet en fait d'une part le bon encodage du message, c'est-à-dire l'encodage du message qui tiendrait pardon, compte de la nature de l'interlocuteur, et d'autre part qui permet de décoder efficacement le message compte tenu de ses compétences identitaires de la part du locuteur. Euh, de quoi s'occupe la pragmatique? La pragmatique cherche à répondre aux nombreuses questions qui se situent au-delà de l'approche linguistique, en fait, de l'approche linguistique, en fait, je veux dire, grammaticale, lexicale, etc., morphologique, et étudie les faits du langage qui se trouvent à un niveau supérieur par rapport à ces unités-là, les unités grammaticales, lexicales et autres,
et répond aux questions notamment: que faisons-nous lorsque nous parlons, par exemple? Que disons-nous exactement lorsque nous parlons? C'est-à-dire, la pragmatique, s'intéresse, en fait, s'oppose en quelque sens à la sémantique, qui étudie, la disons, la bonne combinaison de mots pour former, un énoncé, mais souvent ne va pas au-delà, du sens littéral, de ces mots, et ne cherche pas à décoder, les stratégies peut-être qui sont, mises en place, lors du discours. La pragmatique, tend aussi à répondre, aux questions: qui parle à qui parle avec qui parle et pour qui? C'est-à-dire, comment la nature, justement l'identité de l'interlocuteur, permet de construire son propre discours et la dernière peut-être le dernier groupe de questions: comment peut-on avoir dit autre chose que ce que l'on voulait dire? Peut-on se fier au sens littéral d'un propos? C'est-à-dire la pragmatique va aussi s'intéresser à l'ensemble de facteurs qui, intervient lors de l'échec communicatif, par exemple. Hem, je vais aller plus loin et j'aimerais, voilà, représenter, le même ensemble de questions, mais de façon un peu différente, oui, compte tenu des théories, linguistiques qui ont été élaborées par différents chercheurs dans le domaine. Donc tout le monde bien sûr connaît la théorie des actes du langage, heu et je ne vais pas, vraiment m'attarder là-dessus. Hem, dans le cadre de la pragmatique, il y a aussi les questions sur l'implicite qui sont élucidées, c'est-à-dire, les contenus qui sont présupposés, c'est-à-dire qui sont en quelque sens, encodés dans la langue. Quand je dis, par exemple: Je regrette d'avoir quitté cette personne», ça veut déjà dire que j'ai quitté cette personne, d'accord? Donc cette phrase contient un présupposé, ou ça permet de décoder des sous-entendus, comme par exemple, quand je dis qu'il fait beau aujourd'hui, je peux vouloir dire, plusieurs choses en fait. Je peux dire, par exemple: «Il fait beau», juste pour transmettre cette information, mais parfois pour faire, l'allusion au fait que j'ai envie de sortir ou que ce serait bien d'aller dehors et cetera. Hem, ensuite, il y a tout un pan de la théorie, pragmalinguistique et pragmatique qui s'occupe des stratégies discursives et langagières. C'est aussi intéressant, de voir, peut-être et trouver une application, de ces théories dans la pédagogie. Je sais que dans les déjà on parle de stratégie de lecture, par exemple, de stratégie de parole et cetera, donc ça a aussi des origines pragmatiques. Ensuite, il y a toute une, réflexion, autour de la coopération et de la politesse, notamment avec, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les maximes de Grèce ou, les lois de politesse de Leach ou d'autres théories comme celle de Brown et Levenson qui a emprunté la notion de face à la théorie de Goffman et qu'il a utilisée en fait pour l'élaboration de leur propre, pardon, théorie. Et la dernière, mais pas la moindre, en fait, c'est la théorie de la pertinence, qui, en fait, qui travaille sur, mmh, en fait, qui cherche à vraiment comprendre, quels sont, les qui part en fait, d'une des maximes de Grèce, oui, de relation et qui élabore toute une stratégie autour de la pertinence de ce qu'on dit par rapport au contexte, par rapport au contexte linguistique, c'est-à-dire l'environnement, langagier de ce qu'on dit, et cetera. Je ne vais pas trop vite, excusez-moi, parce que je ne sais pas si non, OK. Je continue dans ce cas-là. Hem, je vais juste aborder quelques théories linguistiques pour voir, comment ces aspects peut-être peuvent être adaptés au contexte, de l'enseignement du FLE. Et j'aimerais commencer bien sûr par la théorie des actes de langage. Très souvent, on la décline juste, en fait, sous l'angle de la typologie des actes de langage. C'est-à-dire, on cherche à comprendre quel acte notre, interlocuteur, veut réaliser au moment donné ou quel acte, il doit réaliser au moment donné. Mais j'aimerais, envisager ce problème un peu différemment et voir, la structure même de l'acte de langage. C'est, la
en fait, c'est une approche qui est proposée par, Austin et qui, alors propose, la structure de l'acte de langage en 3 étapes qui interviennent simultanément. L'acte locutoire, illocutoire et perlocutoire. Donc au niveau locutoire, on parle de la formule en fait, de la façon de formuler le message, de la façon de l'articuler, de la façon dont les sons sont combinés, dont on associe les éléments du point de vue syntaxique, etc. Euh, Ensuite intervient le niveau stratégique, qui est le niveau illocutionnaire ou illocutoire. C'est à cette étape-là qu'on confère une certaine force illocutoire à l'énoncé pour exprimer tel ou autre objectif. La troisième étape, c'est la perlocutoire qui arrive déjà au niveau de l'interlocuteur plutôt ou de l'impact sur l'univers du discours que tel ou autre énoncé peut effectuer. Je trouve en fait que lorsqu'on enseigne une langue étrangère, on s'arrête assez souvent à la première étape, c'est-à-dire on veille à la correction linguistique et on veille pas à en fait avoir, oui, ou à estimer l'adéquation de la force illocutoire, par exemple, à les situations de communication où on ne regarde pas forcément, en fait, pas assez en tout cas, on ne regarde pas assez la façon dont cette force illocutoire est exprimée, c'est-à-dire est-ce que les expressions, la forme de l'énoncé est appropriée à cet acte, et encore moins on s'entraîne à exprimer cette force illocutoire ou illocutionnaire de façon indirecte, à l'aide des contenus peut-être implicites, etc. Euh, et aussi, voilà, une petite importance, je trouve, est accordée à un acte perlocutoire, c'est-à-dire à voir comment, quel impact tel ou autre acte du langage a effectué, euh, à exercer sur l'environnement extralinguistique, etc. Ou quel effet ou comment, disons, la force illocutoire qui a été exprimée dans l'acte initial se représente ou se retrouve dans la réplique qui est adressée par notre interlocuteur. Je vais y revenir tout à l'heure, je pense, mais j'ai trouvé que c'était important de parler de ces trois niveaux, justement parce que on s'attarde un peu trop souvent sur le niveau locutoire ou locutionnaire et on va pas plus loin. Euh, une autre théorie que j'aimerais présenter, en fait, très, très brièvement, c'est la théorie de Grice. Je pense que aussi elle est très connue, mais j'aimerais quand même y revenir pour voir un petit peu comment elle peut être déclinée dans le contexte de l'enseignement. Le grand principe de coopération de Grice est formulé de façon suivante que votre contribution à la conversation soit, au moment où elle intervient, telle que le requiert l'objectif ou la direction acceptée de l'échange verbal dans lequel vous êtes engagé. C'est-à-dire, à chaque moment de la communication, chaque locuteur doit faire de son mieux pour assurer le bon déroulement de la conversation. Ceci, en fait, se décline sous forme de 4 maximes. Maxime de qualité, c'est-à-dire votre information doit être de qualité, en fait, elle doit être vraie. Il ne faut pas dire ce que vous croyez être faux ou pourquoi vous manquez de preuves. Maxime de quantité ensuite, c'est-à-dire il ne faut pas donner plus ou moins d'informations qu'il est nécessaire. Maxime de relation, c'est-à-dire vous devez parler à propos. Et maxime de manière, c'est-à-dire vous devez vous exprimer de façon claire et précise. Pourquoi je parle de ces 4 maximes? Parce que je trouve qu'il faut rappeler assez souvent l'importance de ces 4 maximes pour nos étudiants. Euh, Pourquoi? Parce que euh, très souvent, leurs propos, en fait, même quand on est content, n'est-ce pas, ils parlent bien français, etc., leurs propos ne correspondent pas forcément à ces maximes, c'est-à-dire très souvent, ils ne parlent pas à propos, par exemple, n'est-ce pas, ils ne répondent pas directement à la question posée, d'accord, ou ils ont manqué une partie de la question, d'accord, donc c'est pour ça qu'il faut peut-être les appeler à revenir à la question, à méditer ensemble sur le contenu de la question ou du problème qu'ils doivent développer.
pour respecter cette maxime de relation. Euh, il en est de même, je pense, pour la maxime de quantité, quand il y a beaucoup de choses qui sont dites, parfois par les étudiants, mais c'est beaucoup trop, en fait. Nous, les professeurs, on est, je pense, habitués à digérer une grande quantité d'informations et à l'interpréter, mais ce n'est pas la même chose, il ne se passe pas la même chose dans la communication réelle, je trouve, où le locuteur natif ne va pas forcément vous écouter longtemps, etc. Oui, soit il va perdre le fil de la discussion, soit il va juste louper une partie de ce qui a été dit. Et je trouve qu'il faut rappeler parfois les étudiants à l'ordre et dire, voilà, est-ce que tu penses que la quantité d'informations que tu viens de délivrer était la bonne ou non, en fait. Peut-être il a parlé un peu trop. C'est bien quand on parle trop, ça fait travailler la compétence communicative ou langagière, mais parfois, trop dire, ça peut nuire tout simplement euh, au message principal que l'étudiant veut véhiculer. Maxime de manière, voilà, et donc s'exprimer clairement, c'est-à-dire chercher le mot juste. Donc là intervient aussi la compétence linguistique, évidemment. Et maxime de qualité, c'est-à-dire, bon, dans le contexte de FLE, très souvent, on invite les gens à inventer des exemples de leur propre vie ou parfois même quand ils se présentent, etc., on est dans une situation assez fictive. C'est difficile d'attendre le respect de la maxime de qualité. Oui, c'est-à-dire donc ne pas affirmer pourquoi vous manquez de preuves, etc. Mais je trouve qu'à des étapes supérieures, peut-être, oui, il faudrait déjà demander des preuves ou demander de la confirmation, des statistiques, des arguments qui puissent prouver leur point de vue. Euh, Dans le contexte de FLE, j'y arrive déjà, donc je me suis attardée sur deux conceptions linguistiques principales que je pense pertinentes hum, pour l'organisation de la classe de FLE. J'aimerais réfléchir un petit peu, c'est ce qui m'est passé par la tête quand j'ai constaté que voilà que la classe c'est aussi un lieu de communication et quand on parle de la pragmatique, on parle de la prise en considération de facteurs de communication avant tout. Je me suis dit que en fait la communication en classe de FLE est multiple parce qu'il y a différents types de situations. Le premier type de situation, c'est la situation euh, d'échange personnel, d'échange non formel entre les élèves de la classe, quand notamment, bah, soit ils communiquent entre eux, soit ils travaillent en groupe. Le deuxième type de situation auquel j'ai pensé, bien sûr, c'est élèves et professeurs. Euh, c'est déjà un lieu d'échange institutionnel, en fait, ou institutionnalisé par les rôles respectifs, assumés par l'élève et le professeur. Et la troisième situation, c'est la communication, disons, l'instauration d'une relation entre l'identité fictive et fictive d'un élève et l'identité fictive d'un autre élève, ou l'identité fictive du professeur, quand par exemple vous jouez le rôle de quelqu'un, n'est-ce pas, et l'identité fictive de l'élève. Et à chaque fois, donc, l'élève, soit il agit en fait en son nom, il dit, voilà, moi, Piotr Ivanov, je pense ceci. Soit il agit, oui, en tant que, je ne sais pas, employé du bureau, etc., vendeur, vendeuse, ou client de restaurant, etc. Et je trouvais que c'est intéressant de travailler en fait la séparation de la pragmatique de ces situations-là et à chaque niveau, soi-même, en fait, en tant que professeur, réfléchir aux façons possibles de travailler la composante pragmatique de chacune de ces trois situations. Parce que ces trois situations, elles créent, pardon, la multiplicité de paysages, disons, pédagogiques et nous permettent de travailler à la fois ces trois situations différentes qui peuvent, bien sûr, où l'élève peut se retrouver dans la vraie vie. Le professeur, de ce point de vue, assume donc porte plusieurs casquettes et assume différentes fonctions. Donc il agit soit en tant que en fait en tant que qu'identité sociale, c'est-à-dire
professeur, oui, dans sa fonction institutionnelle et dans le cadre de la communication personnelle, en tant que médiateur d'une langue étrangère, heu, presque un natif, en fait, le porteur de cette culture, qui, en fait, qui doit véhiculer transmettre ses connaissances, à un élève qui est en manque et qui donc nécessite ces connaissances pour la réalisation, de ses objectifs. C'est pour ça que en fait, je trouve qu'il faut, avoir des stratégies adaptées, pour l'une et l'autre des situations, et être conscient à chaque fois en fait, du fait enfin de la casquette qu'on porte en ce moment, d'accord? C'était une nouvelle, disons réflexion que j'ai eue, sur la différence de la pragmatique dans la situation, de la classe de philo. Heu, vous retrouvez ici bon certains travaux que j'ai lus et analysés pour, préparer la conférence. Donc, les chercheurs qui ont travaillé sur, la compétence communicative ou pragmatique, parce qu'il faut savoir que la compétence pragmatique, ce terme n'apparaît que vers, les années 1990 et avant, cette compétence pragmatique faisait partie ou était considérée comme une partie de la, une compétence communicative. Heu, donc on trouve plusieurs points de similitude, dans les approches de la compétence pragmatique et de la compétence, communicative communicationnelle. Hem, Où intervient en fait en classe, voilà, après avoir analysé dans l'un des travaux, j'ai trouvé, ce répertoire, d'endroits ou de caractéristiques où intervient la pragmatique et vous voyez, je ne vais pas tout énumérer, mais la pragmatique intervient, en gros partout, hein, dans la mimique, dans les gestes, la posture, l'intonation et cetera, mais aussi dans l'organisation du discours. Oui, notamment dans le choix de type de phrase, dans le choix du mode de verbe et cetera. Heu, Même si, on étudie ça dans le cadre de la grammaire, oui, tout de même, ces comportements, ces choix qu'on effectue à tout moment, en construisant notre discours sont pragmatiques. Hem Et à chaque étape, oui, ce serait bien d'avoir cette réflexion, disons métalinguistique et de se poser la question si le comportement de nos étudiants, si les choix qu'ils font, sont pragmatiques ou non, dans ce contexte, dans le contexte que vous leur proposez. En fait, c'est pourquoi il faut enfin, ce serait mieux, de contextualiser même quand on fait de la grammaire, quand on apprend du vocabulaire. Il faut à chaque fois contextualiser en se demandant dans quelle, situation, je pourrais prononcer telle autre phrase, et cetera. Comment ça peut me servir? Est-ce que, le choix du mode, par exemple, que je viens de faire il correspond à mon intention ou pas? Et cetera. Hem, Maintenant c'est, déjà la définition de la compétence pragmatique, que j'ai trouvée dans le CECR. Oui, qui comprend, 3 composantes, la compétence linguistique, sociolinguistique ou socioculturelle et la compétence pragmatique. C'est intéressant que, en fait, différents chercheurs, heu, proposent différents composants de la compétence pragmatique. Par exemple, Lyle Bachman qui a été l'un des premiers à travailler sur la compétence pragmatique, il propose, juste 2 en fait, 2 facettes de cette compétence. D'une part, la compétence fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité d'interpréter les relations entre les expressions et les intentions des locuteurs et d'autre part, la compétence sociolinguistique, c'est-à-dire la capacité d'utiliser et d'interpréter la langue dans une situation déterminée et à bon escient. C'est-à-dire d'une part, voilà, le lien entre la langue et les actes qui sont effectués respectivement. D'autre part, le lien entre la situation et les actes qui sont effectués énoncés par les interlocuteurs. Hem
on trouve aussi, enfin, la remarque que j'ai trouvée intéressante aussi dans l'un des ouvrages, est que, en fait, la partie de la compétence pragmatique qui est la plus difficile à former, c'est la compétence socio-pragmatique, en fait, qui dit qu'il est effectivement très difficile de faire un enseignement qui serait tourné vers la socio-pragmatique. Et selon lui, la pragmalinguistique, par son lien avec la linguistique, est la plus facile à aborder. Puisque, effectivement, nous qui enseignons la langue, en fait, ce serait plus intéressant pour nous et ce serait plus évident de voir le lien entre les moyens linguistiques qui sont choisis, on y fait plus d'attention, tandis que l'ambiance sociolinguistique ou socioculturelle est difficile à reconstituer en classe de langue. C'est pour ça que peut-être, oui, et c'est un fait évident, ceux qui maîtrisent le mieux cette compétence sociale linguistique sont ceux qui sont plongés dans le contexte d'apprentissage, sur place, c'est-à-dire dans le milieu francophone, qui où en fait ça arrive tout naturellement. Dans un contexte allophone, en fait, c'est difficile de reconstituer cette ambiance. Hem, je ne vais pas, forcément m'attarder sur ce diapo-là, juste, on y voit, la définition encore une fois du qu'on trouve dans CECR, de la compétence pragmatique, oui, qui est organisée, en 3 parties, en 3 étapes. Donc, on y retrouve, la formulation suivante: «La compétence pragmatique traite de la connaissance que l'utilisateur ou l'apprenant a des principes selon lesquels les messages sont organisés, structurés et adaptés», heu et ça implique, la maîtrise de la compétence discursive, sont utilisés pour la réalisation de fonctions communicatives, ça implique la compétence fonctionnelle et troisièmement, sont segmentés selon les schémas interactionnels et transactionnels, compétences de conception schématique. D'accord? Donc ces 3 compétences interviennent, lors de la réalisation de la compétence pragmatique, mais ces 3 ensembles, en fait, peuvent être, évalués simultanément ou séparément. Cependant, les 3, en fait, assurent la bonne transmission du message et la bonne prise en compte du contexte, langagier. Quels sont les composants de la compétence pragmatique? Dans un autre ouvrage, cette fois russe, j'ai trouvé les composants, sur lesquels peut-être, oui, je ne vais pas trop m'attarder parce que ça devient un peu trop théorique et j'ai pas énormément de temps. Le composant social, social-linguistique, socio-culturel, langagier, compensatoire. Ce qui est intéressant, c'est cette fonction, en fait, cette composante, compensatoire, qui est la capacité à combler les lacunes linguistiques et socio-culturelles par des stratégies de communication. Très souvent, on se rend compte que, les élèves, face à des situations, parfois qui les dépassent, en fait, où ils constatent leur échec, de communication ou, quelques gaffes peut-être qu'ils ont commises, Heu, tout de suite, ils perdent leurs moyens et n'arrivent pas à trouver leurs mots ou à reformuler l'énoncé ou à demander de la précision et cetera. Ce serait bien de développer ces stratégies dès le tout début et c'est pour ça que enfin, c'est en rapport, direct avec la non-stigmatisation des erreurs, je trouve, oui, où on invite, la personne non pas à se corriger immédiatement peut-être, mais à chercher à reformuler, son énoncé ou à, demander de la précision auprès de son interlocuteur et cetera. Hem, J'aimerais m'attarder maintenant sur des aspects un peu plus pratiques, j'aimerais commencer par, mes réflexions. Ce n'est que mes réflexions, ce sont que mes réflexions autour de la pragmatique, de la gestion de classe. Heu, je trouve qu'avant, de se poser la question, sur la formation de la composante pragmatique, ou de la compétence pragmatique chez nos étudiants, il faudrait se poser des questions à soi-même, sur la formation de la compétence pragmatique chez les enseignants, et les professeurs, puisque c'est bien d'avoir une certaine, critique de soi, un regard critique qu'on porte sur soi-même, et je trouve que, voilà, j'ai trouvé plusieurs moyens ou plusieurs conseils, que je tenais à partager avec vous.
La première chose, c'est, de rendre les moindres échanges, qui s'effectuent dans le cadre, de la classe de FLE, naturels et adaptés, au contexte. Par exemple, quand j'assiste à des cours, de mes collègues ou quand je vois le déroulement des cours, je vois souvent que, les procédures, en fait, mécaniques un peu comme, pas donner la parole à une autre personne ou passer, à une autre activité sont souvent très schématisées et ne constituent pas un véritable, endroit de communication. Oui, entre l'apprenant et le professeur, on va juste dire, «suivant» ou «phrase suivante» ou et cetera. Tandis que je trouve que parfois, ce serait bien de formuler ça de façon un peu différente et de dire, voilà des choses, aimeriez-vous bien, par exemple, faire, voilà, nous présenter votre version, votre variante, et cetera pour l'exercice suivant. Je trouve que ce serait bien déjà de formuler ça un peu différemment et de rendre ces procédures, un peu moins, disons, un peu moins schématiques, un peu moins mécaniques pour, pouvoir en faire, un lieu de communication, un véritable moment de communication entre l'élève, et le professeur. Je sais qu'on manque, très souvent de temps, en classe de langue, mais peut-être, déjà, quand vous donnez la parole à une autre personne, n'est-ce pas? Mmh, i on peut adopter ce regard un peu pragmatique et dire, non pas, «Merci beaucoup, qu'est-ce que vous en pensez?» d'accord? Mais, peut-être, oui, quelqu'un vient de dire que, qu'est-ce que vous pensez de ce que cette personne vient de dire? Ou, est-ce que, vous pouvez préciser un tout petit peu? Est-ce que vous pouvez nuancer? Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? Je trouve que ce serait bien d'avoir ces réflexes-là. Bien sûr, je sais que beaucoup de collègues, les ont, mais, je tenais important, de le dire, encore une fois. Ensuite, oui, un point que j'ai trouvé intéressant et important, c'est intégrer les échanges quotidiens en classe, c'est-à-dire, rendre, oui, les cours, plus vivants, et ces moments un peu, encore une fois, automatiques, oui, de l'organisation du travail en classe, doivent devenir également un lieu de communication. Voilà, quand vous demandez à quelqu'un d'ouvrir, fermer la fenêtre, de changer de place, de ranger, de préparer, quand vous je ne sais pas, vous avez du mal à allumer la caméra ou autre, ce serait bien de commenter un petit peu ce qui est en train de se passer pour que les étudiants puissent aussi se laisser pénétrer par cette situation de communication. Ensuite, j'ai trouvé intéressant, d'intégrer l'implicite dans les interactions, dès le plus petit niveau peut-être, oui, par des actes de langage, indirects, qui, voilà, déjà au niveau plus bas, on dit, «Pourriez-vous ouvrir la fenêtre?» ou «Pourriez-vous allumer votre caméra?» ou, «Est-ce que ce serait possible de?» donc tout ça constitue des actes de langage indirects, bien sûr conventionnels, hem, mais c'est bien aussi pour que l'étudiant prenne conscience du fait que tout n'est pas exprimé, implicitement, heu explicitement pardon, et qu'il commence un petit peu à intégrer cette dimension implicite, qui est parfois conventionnelle, juste, liée à des règles de politesse, ou à des conventions qui sont présentes dans le milieu, social, dans le milieu du pays, où il va, oui, en France par exemple, heu et qu'ils prennent, conscience en fait aussi des différences de l'expression de telle ou autre, action langagière, oui, acte de langage, dans sa propre langue et dans la langue dans la langue cible. Ensuite, encore une fois, je reviens à cette idée, ne pas négliger les niveaux élocutoires et perlocutoires. Le niveau élocutoire, c'est-à-dire est-ce que, l'intention que, l'étudiant est en train de formuler, en fait, est en train d'exprimer, correspond déjà à la situation de la communication, au contexte, et est-ce que ça correspond vraiment, à l'activité que vous lui proposez? Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu, un cours de stylistique ce matin, et j'ai, en fait, il y a quelqu'un à qui j'ai demandé
de proposer une autre activité, en fait, de lire la consigne ou autre, je ne me rappelle pas. La personne a commencé à interpréter la consigne, d'accord? Donc, elle n'a pas bien saisi le niveau illocutoire, donc du coup, de mon énoncé, et a commencé à mal réagir à la situation. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? On lui rappelle poliment, n'est-ce pas, oui, ce que cette personne doit faire pour qu'elle en prenne conscience, mais aussi, on cherche, à comprendre, oui, et je pense que c'est un travail à faire. On cherche à comprendre, la nature de cette erreur. Pourquoi est-ce que c'est parce que cette personne parle mal la langue ou parce qu'elle est juste, peu attentive en classe ou parce que vous avez mal formulé la consigne, parce que vous n'avez pas été clair dans la formulation de ce contenu illocutoire et ne pas négliger non plus le niveau perlocutoire. C'est-à-dire, est-ce que, finalement, l'action langagière, oui, que quelqu'un, vient d'accomplir, par exemple, je ne sais pas, exprimer un regret, exprimer je sais pas, une complainte ou, s'emporter, oui, contre quelque chose. Est-ce que ça a trouvé, de la compréhension auprès de vous, en fait, finalement? Parce que, j'ai vu très souvent, encore une fois, dans les cours, de différents collègues, de différents horizons, en fait, quand, l'étudiant, il dit quelque chose, il exprime, un contenu, il s'évertue à bien formuler son message et le professeur de son côté dit, «Merci beaucoup», «Bien, merci» et cetera et ne réagit pas à la force illocutoire qui a été exprimée dans l'énoncé. Je trouve que c'est vraiment dommage et ça coupe, une partie, tout un pan de la communication, heu, réelle, en fait, de la communication, où quand vous en fait, vous vous plaignez, vous voulez, qu'on s'exprime, à ce propos et cetera, oui, ou qu'on réagisse, à votre colère, et cetera. Je trouve que, c'est une composante qui est, plus ou moins négligée, en classe et qu'il faut y revenir, un peu d'avant. Un autre point, c'est veiller à la cohérence, bien sûr, à l'adéquation à la situation de communication et à la tâche assignée. Hem, Ça veut dire, oui, est-ce que, par exemple, la personne, respecte, les maximes dont j'ai déjà parlé? Par exemple, est-ce qu'elle ne dépasse pas, le volume? Est-ce qu'elle ne dépasse pas le temps qui lui est imparti et cetera? Hem, c'est important, dans le sens où, cette personne qui va se retrouver dans une communication réelle, elle pourra pas parler, par exemple, aussi longtemps ou elle pourra pas, parler, ne pas pouvoir parler à propos, par exemple, ne pourra pas, fournir, l'information qui est complètement invraisemblable, même si c'est correct du point de vue linguistique. Donc, c'est bien de veiller à ça et je trouve que parfois on est un peu trop, comment dire? Condescendant, enfin, c'est pas condescendant, on est un peu, trop indifférent à ce genre d'erreurs qui sont pragmatiques, quand une personne dit une chose qui est difficile à croire, par exemple, ou quand la personne dit une chose qui n'est pas vraiment, un bon argument, n'est-ce pas? Pour argumenter son point de vue, pour prouver son point de vue. Donc je trouve que, c'est bien parfois d'attirer, l'attention des étudiants là-dessus et de leur peut-être, de leur demander: «Est-ce que vous croyez vraiment que ça peut prouver que» et cetera ou «Est-ce que c'est vrai que voilà, l'information par exemple que vous avez évoquée tout à l'heure, est-ce que vous l'avez lue quelque part?» et cetera. Donc aller chercher un petit peu à rendre son discours un peu plus vraisemblable, un peu plus correct, du point de vue de la vraie vie en fait et des preuves, oui, qu'il peut nous donner. Ensuite, oui, j'aimerais, m'attarder sur la réalisation de la compétence pragmatique, et de la dimension pragmatique surtout, dans différents types d'activités langagières. J'aimerais commencer par, la compréhension de l'oral et de l'écrit. C'est le genre d'activité en fait qu'on voit qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire par exemple, relever les impressions de la journaliste, quel est son sentiment général, qui est son œuvre préférée et justifier. D'accord? C'est typiquement, un devoir qui entraîne cette composante pragmatique, chercher des signes, peut-être des signes implicites,
qui montre le vrai sentiment, la vraie attitude du journaliste. Quand par exemple, on cherche, voilà, du scepticisme dans la question de la journaliste, on cherche, voilà, le regret dans la réponse, de l'interviewé. Donc ces types d'activités entraînent, la compréhension dans la compréhension de l'oral, voilà, cette composante pragmatique. La même chose, c'est un extrait de la compréhension de l'oral. La directrice déplore que alors, là, en fait, c'est formulé dans le texte de l'audio: «Regrette, la directrice», mais même s'il n'y avait pas cette réplique, en fait, ce serait possible de dire quand même «déplore» pour que l'étudiant puisse saisir cette émotion. Oui, elle dit que, bah, notamment dans cette réplique qu'il n'y avait pas assez de formation, et cetera. Voilà, donc identifier déjà à quel moment, la personne déplore quelque chose, d'accord? Et pourquoi en fait, voilà, pourquoi en fait, cette personne exprime, ce sentiment et quels sont les moyens linguistiques qui servent à le montrer. C'est bien de sensibiliser les élèves à ça. Par exemple, oui, elle dit par exemple, au elle emploie le mot «manque», elle emploie le mot «déficit», elle dit: «Il faudrait qu'on puisse simplement». Donc là, on va, faire attention non seulement au contenu, disons, pragmatique, mais aussi au contenu linguistique qui exprime cette pragmatique, c'est-à-dire le conditionnel, par exemple, ou ce subjonctif, ou bien à la nature des mots comme «déficit» et «manque» qui sont dans ce cas-là, porteurs de connotations, négatives, d'accord? Ou un peu, qui exprime sa désolation. Qu'est-ce que je peux voilà, que je me suis dit, que ce serait bien de proposer peut-être, quelques réflexions, à ce niveau-là, autour des activités possibles, oui, pour entraîner la compréhension de l'oral, de l'écrit. Ce sont, les exercices d'anticipation. Par exemple, voilà, arrêter, soit, comme on a déjà vu, beaucoup d'exercices proposés, quand vous montrez par exemple une vidéo et les étudiants doivent comprendre la situation, doivent deviner quelles sont les relations entre les personnages, quelles sont leurs attitudes, quelles sont leurs émotions et qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là. Ou arrêter, ou couper la vidéo ou le son, à un moment donné pour, anticiper un petit peu, le contenu ou la réaction des personnes, à ce qui vient de se passer. D'accord? Je trouve que c'est toujours intéressant de l'analyser. Et c'est à la fois créatif et ça entraîne, à la fois cette compétence pragmatique. Ensuite, compléter les lacunes du texte, mais pas les lacunes, du genre les lacunes, lexicales ou les lacunes grammaticales, mais je veux dire, oui, carrément enlever, une partie du texte, des énoncés par exemple, heu entiers de l'interview, qui doivent être restitués et à chaque fois l'étudiant, peut préciser ou justifier son choix en disant qu'est-ce qui, dans le contexte de l'interaction, l'a amené à compléter cette lacune de cette manière. D'accord? Je trouve que ça peut être intéressant, comme exercice. Ensuite, l'exercice de repérage de l'implicite, c'est-à-dire vous proposez un texte, soit une audio, soit un texte écrit, qui contient, de l'implicite et vous cherchez à décoder avec vos étudiants, heu, quel est l'implicite de cet énoncé? Pourquoi, il est là? Oui, quel élément peut-être, dans le contexte, oui, ou quel est l'élément, de nature linguistique qui prouve qu'il y a cet implicite? Par exemple, voilà, comme dans l'exemple que j'ai déjà cité, je regrette d'avoir choisi, cette compagnie aérienne, par exemple, quel est le présupposé de cette phrase, n'est-ce pas? Ce serait, voilà, j'ai choisi cette compagnie aérienne ou par exemple, quel est le présupposé de la phrase? Oui, comme hier dans l'une des compréhensions de l'oral, il y a eu, une phrase que le speaker a dit, «J'ai plombé l'ambiance», d'accord? Déjà, c'est bien de comprendre le sens de cet énoncé, et aussi de comprendre pourquoi cet énoncé est là. En fait, pourquoi dit-il, et quelle émotion il exprime en disant: «J'ai plombé l'ambiance», c'est-à-dire, voilà, je vais, peut-être me rattraper, je vais égayer l'ambiance et cetera.
d'accord? Hem, un autre, type d'activité, enfin, un autre type d'activité de communication, c'est le la production orale, on trouve dans les manuels, différents types d'activités comme, voilà, exprimer l'accord ou le désaccord et cetera. Moi, ce que je proposerais, évidemment, c'est de développer la sensibilité, des étudiants aux aspects pragmatiques, c'est-à-dire pour qu'ils, puissent, en fait, voir ces aspects pragmatiques, comprendre la vraie intention, du locuteur, comprendre l'implicite qui se cache, là-dedans et cetera. Hem, ensuite, oui, quels sont les exercices qui peuvent travailler cette compétence-là? Par exemple, le jeu de rôle, d'accord? Soit personnalisé, soit, défini à l'avance, c'est-à-dire vous donnez, un rôle à votre étudiant et ce serait bien que ces jeux de rôle soient préparés un petit peu à l'avance pour que les étudiants puissent, heu, avoir leur stratégie discursive. En fait, notamment, on a fait un jeu de rôle sur par exemple, le financement des musées et cetera, ou le financement du patrimoine et il y avait quelqu'un qui a joué, Stéphane Bern, il y avait quelqu'un qui a joué, le directeur d'un petit musée, quelqu'un qui a joué le maire, de la communauté et donc se demander, ensemble ou chacun se demande lui-même, quelles sont les motivations de cette personne? Quel est son point de vue dans cette situation? Pourquoi, et comment il peut défendre son point de vue? Et cetera pour qu'ils, aient le temps, pour qu'ils prennent un petit peu le temps, de préparer leurs arguments, et cetera. Donc je trouve que c'est un exercice qui, par excellence, sert à former cette compétence pragmatique. Oui, on est conscient du rôle qu'on assume et on va chercher la ligne stratégique, oui, de son comportement, en choisissant des moyens adaptés. Ensuite, oui, toutes sortes de quand j'ai parlé de la communication, en classe, oui, j'ai parlé aussi du fait que, qu'il ne faut pas, à mon avis, hein, encore une fois, c'est très subjectif, parfois agir comme dans la vraie communication. C'est-à-dire, parfois couper la parole à l'intervenant, n'est-ce pas? Quand il y a le moment approprié pour lui redemander quelque chose, pour préciser quelque chose, pour lui demander de reformuler certaines choses et cetera. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est un comportement naturel, ça montre votre intérêt envers, ce que la personne est en train de dire. Ça lui permet de revenir sur le sens de certaines choses et ce n'est pas gratuit, en fait, parce qu'il voit, clairement cet effet perlocutoire qui est exercé, c'est-à-dire, voilà, il vient de dire quelque chose, vous exprimez votre accord, désaccord, intérêt, ou vous demandez des explications et cetera. Réfléchir aussi à la composante métalinguistique dans cette réflexion autour de la composante pragmatique amène nécessairement, la réflexion métalinguistique, c'est-à-dire, vous venez de dire que vous regrettez votre acte. Pourquoi est-ce que vous le regrettez? Ou est-ce que peut-être on devrait choisir, un autre mot ou un mot plus juste, et cetera? Oui et très souvent quand j'arrive avec ce genre de questions et je pose ce genre de questions à mes étudiants, très souvent je vois que, c'était pas forcément l'intention qu'ils voulaient exprimer, n'est-ce pas? Mais qu'ils, n'avaient juste pas le mot juste pour dire, je ne sais pas, je suis surpris, enfin, je suis étonné, plutôt que je regrette ou au contraire que je regrette plutôt que, je suis, par exemple en colère contre, lui ou ça me déçoit, et cetera. Donc chercher vraiment, la façon correcte d'exprimer, sa vraie intention, pour être juste vraisemblable et pour faire un discours qui correspond, à sa vraie motivation. Bon, dans les débats, oui, quand on organise très souvent les débats, ça s'apparente à des jeux de rôle. J'ai trouvé que ce serait intéressant de, encore une fois, revenir sur, l'idée du retour obligatoire, sur cette composante, sur la réalisation de cette composante pragmatique, dans le discours. En fait, quand, quand on très souvent, on corrige les erreurs après le débat, une fois le débat terminé. Ce serait bien aussi de corriger les erreurs de nature pragmatique. Par exemple, dire que là, par exemple, un étudiant n'a pas
attentivement écouté l'autre, n'a pas bien compris son intention ou sa motivation, qu'il l'avait mal interprété, qu'il avait mal exposé le sens ou résumé le sens de ses propos, etc. Ou bien que ce qu'il a dit n'était pas, par exemple, cohérent par rapport à la situation, que sa réplique n'est pas arrivée au bon moment. Je trouve que c'est important d'avoir aussi cette réflexion-là, en plus de la réflexion sur la composante linguistique. Ensuite, je trouve que ce serait intéressant, au lieu de juste présenter des projets, parfois élaborer, pour que les étudiants puissent élaborer des exercices interactifs, qui impliquent, d'autres participants, que ce soit, voilà, de leur assigner des rôles, ou que, en fait, pour que chacun puisse avoir un comportement un peu particulier dans cette situation. Donc je trouve que c'est intéressant, en fait, de faire, des exercices, de leur faire des exercices et des projets en collaboration avec les personnes qui sont présentes en classe. Encore une fois, je pense que c'est intéressant, et ça entraîne, non seulement à l'écrit, mais aussi à l'oral, cette idée de reconstruction de répliques et de recherche, ou de séquences de dialogue, de recherche, d'adéquation entre, questions-réponses, entre 2 répliques, et cetera. Là, par exemple, j'ai proposé, un exemple d'une des olympiades qui sont organisées au sein de notre université. Euh, Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que, en fait, il y a, même dans la première, si on lit la phrase «Qu'est-ce qu'il a ton père en ce moment?» On a de l'implicite dans cette phrase, d'accord? Quel est l'implicite à votre avis? Quel est le présupposé, l'implicite de cette phrase? Non, pas d'idée? Qu'est-ce qu'il a ton père en ce moment? Bon, est-ce qu'on veut juste demander que ce que son père a en ce moment, ou on cherche encore à accomplir un autre acte de langage? On on fait allusion à quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça Non, pas dépend du du contexte, non? oui, ça dépend du contexte, mais qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire encore? Ben, ça dépend aussi de l'intonation avec laquelle la Mmh. phrase est prononcée, n'est-ce pas? Parce que Oui, ça peut être de la compassion, ça peut être de l'indignation, ça peut être un désir d'offenser, même, oui, oui, c'est ça, plein de d'accord? choses. D'accord, et on va chercher donc, la réplique qui est en adéquation avec, non pas, par exemple, seulement le contenu de cette question, mais, en adéquation avec, le message qui aurait pu, être formulé là-dedans. Donc, là, par exemple, la bonne réponse, ce serait Qu'est-ce la qu'il a? réponse 4. D'accord? La réponse 4. Je crois que c'est à cause de la journaliste, et Ah, la cetera, et là, réponse, il a quelque de chose. gros soucis. D'accord? Et en Ah, fait, c'est pas tout à fait évident parce que, en fait, on comprend, en associant les 2 répliques que, la phrase initiale peut-être, hem, dans la phrase initiale, le locuteur, il a voulu dire, quelque chose ne va pas, ou ton père se conduit de façon bizarre, ou voilà, je n'aime pas la façon de se conduire. Oui, c'est ça. Mmh. Donc qu'est-ce qu'il a ton oui. père en ce moment? Mmh. Et moi, je trouve que la question est, j'aime pas la manière dont elle est formulée. Bon, mais c'est une question naturelle Qu'est-ce voilà, qu'il a ton père en ce moment? Ben oui. qu'est-ce qu'il a ton père en ce moment? C'est Ça peut-être équivaut, ça équivaut un peu à la question russe. Ну как? mmh d'accord, Moussaka. Qu'est-ce qu'il a ton père en ce moment? D'accord, ça peut être, comment il va tout simplement, oui, mais ça peut être aussi comme ici, on trouve dans la réplique: «C'est à cause de», d'accord? C'est-à-dire, l'interlocuteur a bien interprété le message. Oui? Vous voulez dire quelque chose? Je vois qu'il y a quelqu'un qui a activé son Bon, micro. pour moi, cela suggère un problème. Oui, voilà. Voilà, ça suggère un problème, et là, il dit: «C'est à cause Oui, de la journaliste», d'accord? Souci. Il y a D'accord. oui, «c'est à cause de».
D'accord? Donc, je trouve que ça entraîne, voilà, déjà avec vous, on vient d'avoir un débat assez productif. Je pense qu'avec les étudiants, c'est important aussi d'analyser ce genre de choses qui sont peut-être pas toujours directement perceptibles dans la façon dont certaines choses sont formulées. Ou par exemple, voilà, dans la deuxième phrase: «Pourquoi allumer aussi ce couloir et pas seulement votre chambre?» D'accord, il y a une sorte de peut-être reproche, n'est-ce pas? Dans cette phrase, oui, et cetera, et cetera. Oui, dans les phrases suivantes, je ne sais pas si ça vous intéresse de les analyser. Ils vont me mettre dans une, maison de retraite. Ah, une habitude que j'ai. Non. Non? Mmh mh. C'est à cause de la journaliste. À cause de la journaliste. Mmh Oui, sans doute. mh. Mmh. Non, mais non! Et pourquoi est-ce que vous dites ça? D'accord, ils vont me mettre dans une maison de retraite, ils vont vous soigner et puis voilà. Dans quelques jours, vous serez chez vous. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui est pragmatique dans cet échange? Que dans la première phrase, ils vont me mettre dans une maison de retraite, n'est-ce pas? Il y a une émotion, peut-être? Oui, quelle est la comment vous déterminez la nature de cette émotion? Euh, vous parlez de la question B ou de Non, la non, non, réponse de la maison de retraite, toujours. de la maison de retraite? Oui? Intention de calmer quelqu'un, de réconforter. Oui, c'est ça. Donc là, dans la phrase initiale, il y a quelle C'est la émotion? tristesse, Moi, je voilà, dirais l'inquiétude, c'est Pourquoi l'inquiétude allumer aussi ce plutôt, couloir? ouais. J'ai l'inquiétude, perdu le tristesse, fil. l'inquiétude. Mm. Oui, c'est ça. C'est oui, donc c'est associé à «mais non» Ah, ils et vont me pourquoi? mettre dans une maison de retraite, n'est-ce pas? Voilà, donc moi Ouais, je Oui, dirais il y a de qu'il y a une l'inquiétude, oui, sans doute. Mais il y a aussi le désir de s'informer, de préciser quelque chose. mmh d'accord, donc là on associe ça à «mais non» et pourquoi est-ce que vous dites ça? D'accord, désir de Oui, réconforter, d'accord? «Arrête ça oui, sinon je vais chialer moi aussi». «Non, pas toi, tu ne pleures jamais». D'accord? oui. Et «Une chose que tu ne devineras jamais, il a décidé de se taire pour toujours tu m'entends?» Chose que tu ne devrais jamais. Il a décidé de se Mmh taire toujours, pour toujours, tu m'entends? Oui, c'est le désir d'insister sur quelque chose, de faire parvenir le message que c'est mh. important. Mmh. D'accord. Y Oui, a-t-il d'autres idées sur, voilà, sur l'émotion peut-être ou la vraie quelque chose intention? que Je tu ne devineras jamais. Et puis donc, expliquer un comportement qui n'est pas typique d'une personne. mmh Peut-être, oui, tu ne devineras jamais. Mmh. D'accord, tu ne devineras jamais. Ou parfois le désir de surprendre quelqu'un, n'est-ce pas? Par l'intonation, par la Peut-être, oui, l'information mais qu'on ça, vient de là, ça dépend de la situation, des voilà, rapports c'est qui pour ça existent entre les que en fait, personnes, oui. je trouve cet Oui, exercice assez intéressant du point de vue de l'association des 2 et que la deuxième réplique nous donne, l'interprétation possible de la première réplique. Donc là, par exemple, il dit, «Une chose que tu ne devineras jamais», il dit: «Le problème, c'est que personne, oui, ne peut vivre sans s'exprimer». Donc là, peut-être, oui, on voit, c'est impossible. D'accord? Donc on lit clairement peut-être qu'il y a un petit peu d'hystérie dans la première réplique, n'est-ce pas? Que la personne est aussi un peu alarmiste, et cetera, qu'elle s'inquiète, pour la personne qui a décidé de se taire et la deuxième personne, cherche à la réconforter peut-être, voilà. Oui? Vous avez il y a d'autres interprétations de la situation? Ce qui tape aux yeux, c'est beaucoup plus l'expression pour toujours, Mmh mh. voilà, qui est répétée, Mmh. C'est alors, ça, son oui. sens, Mmh. C'est ça, il y a de l'emphase, n'est-ce pas? Il y a l'emphase, c'est de ça, voilà, c'est ça, c'est chercher le ça. ouais. Mmh. Oui, il y a de l'emphase. Donc je trouve que c'est intéressant, et le même, exercice, on peut le faire, voilà, 2, enfin ou, juste proposer la première réplique et chercher ensemble à donner différentes interprétations ou différents contextes pour continuer la situation. Voilà, c'est l'un des types d'exercices qui peuvent, développer, cette compétence pragmatique.
Ensuite, dans la production écrite, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs points en fait, à mettre en relief. C'est le respect de la situation, la prise de conscience de l'identité de la locutaire, l'élaboration d'une stratégie discursive cohérente à la situation et la maîtrise des lois de construction du genre de discours ou de type de discours. Donc, c'est-à-dire, il faut vraiment comprendre le contexte qu'on vous propose et j'ai décidé d'illustrer ça par plusieurs exercices. Ça, c'est l'un des exercices qui a été proposé par Всероссийская олимпиада школьников, n'est-ce pas, l'Olympiade pan-russe des écoliers. Oh, pardon. Il nous propose une situation particulière. Vous êtes stagiaire dans une agence de tourisme, vous faites partie d'une équipe qui rédige un compte-rendu sur les expositions à Yves Saint-Laurent au musée. Vous êtes chargé d'analyser 2 expositions afin d'en présenter un compte-rendu en 4 parties. Je sais que ceux qui enseignent la production écrite, peut-être, euh, toujours, oui, commence la production écrite par la lecture attentive de la consigne, n'est-ce pas? Et il nous propose dans la consigne plusieurs éléments qui doivent être pris en compte simultanément. Mais en voyant, bon, même avec les élèves, ça c'est la production écrite de l'année précédente, mais même quand on a corrigé ces productions, j'ai noté qu'en fait, qu'il y a beaucoup d'erreurs de nature pragmatique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas forcément ce que fait un stagiaire, quelles sont ses fonctions, qu'est-ce qu'on lui demande exactement, etc. Et encore moins, par exemple, ils ne prennent pas en considération le contexte formel. Soit ils formalisent trop les choses, d'accord, soit ils ne formalisent pas assez. Notamment, voilà, dans ce genre de production, il y avait salut ou bonjour, voilà, alors qu'on leur demandait tout à fait autre chose. D'accord? C'est-à-dire, il vaudrait mieux enseigner aux étudiants, en fait, oui, à être flexible un petit peu par rapport aux documents qu'on leur propose de faire. Là, en lisant la consigne, on voit qu'il y a plusieurs éléments déjà qui assurent la réussite de cette production orale et qui sont de nature pragmatique. Donc, le premier facteur est de nature plutôt socio-culturelle, disons socio-pragmatique. Vous êtes stagiaire, c'est-à-dire la personne doit comprendre le fonctionnement, voilà, ce métier, qu'est-ce qu'un stagiaire fait normalement, quelles sont ses fonctions, etc. Dans une agence de tourisme. D'accord? Agence de tourisme, de quoi s'occupe l'agence de tourisme, dans quel contexte il est, quelles sont les tâches qui lui sont proposées. Ensuite, vous faites partie d'une équipe, c'est-à-dire il n'est pas le seul à rédiger. Bon, voilà, il y a plusieurs choses, et vous rédigez un compte-rendu, c'est-à-dire quelle est la nature de ce document, dans quel univers de discours je me trouve. Est-ce que c'est un discours institutionnel? Est-ce que c'est un discours personnel? Est-ce que c'est un discours médiatique? Est-ce que c'est un discours, je ne sais pas, politique, économique ou autre? Donc, je trouve que ça donnait déjà beaucoup d'éléments de réponse qui n'ont pas forcément été pris en compte. Et j'ai décidé d'illustrer encore une fois. Mmh, C'était déjà un autre exercice, oui, que j'ai demandé à l'un de mes élèves de faire. Votre lycée français organise une journée où les familles peuvent venir observer des cours. Vous écrivez dans le journal du lycée pour inciter les élèves à faire la promotion de cette journée auprès de leurs parents. Vous expliquez en quoi cette journée permet de mieux comprendre comment fonctionne l'établissement et comment travaillent les enseignants. Vous exposez vos arguments. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Alors, déjà, ça m'a pris un temps fou pour lui expliquer qu'il écrit de la part d'un élève qui invite les parents, enfin, qui s'adresse à d'autres étudiants, à d'autres élèves comme lui, pour qu'ils invitent ses parents, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, c'est l'exemple du DELF B2 Junior. Euh, donc, qu'est-ce qui est pragmatique? C'est qu'il doit comprendre que son objectif, finalement, c'est d'influencer d'autres élèves. D'accord? Et que son but consiste à trouver des arguments qui puissent être convaincants pour eux. D'accord? Non pas pour l'examinateur, non pas pour quelqu'un qui va lire cette production, mais pour les élèves qui vont lire ce message quelque part publié dans un journal, dans le journal de classe. Et
avec un adolescent tout à fait normal, il est bien intelligent, etc., j'ai mis une demi-heure pour vraiment pour bien comprendre la situation, avant cette, production écrite. Heu, Ensuite, d'accord, il n'a pas compris jusqu'à la fin que, voilà, là, il dit, par exemple: «Donc, cher lycéen», d'accord. Bon, ne faites pas attention à l'orthographe, c'est quelqu'un qui parle très bien, mais qui écrit très mal. D'accord, donc il dit: «Cher lycéen, fais appel à tes parents et fais-les venir chez nous». D'accord? Donc là, l'objectif pragmatique est plus ou moins réalisé, d'accord? Mais il n'est pas adéquat, il n'est pas en adéquation par rapport au contexte, tout simplement, et au genre discursif. C'est un peu bizarre. Oui, quand il dit, «Faisons», bon, faisons, c'est sa façon d'écrire, faisons. Faisons briller, la lumière des savoirs et de l'érudition, dit-il à la fin de sa production. D'accord? C'est encore moins approprié, d'accord, pour le contexte, oui. Parce que déjà, cher lycéen, il ne va pas forcément être, captivé ou attiré par cet argument-là, d'accord? Donc c'est là, je pense, même pas la composante, et là-dessus je vais m'arrêter pour laisser ta place aux questions peut-être. Mmh et c'est là, je pense, qu'il y a, l'intérêt principal de la compétence pragmatique. C'est à chaque fois de développer cette conscience de qui es-tu? Dans quelle situation, tu te trouves? Quel est le rôle social que tu assumes en ce moment? Parce que quand, en fait, même dans l'approche actionnelle, dans la perspective actionnelle, on dit, l'étudiant, est un acteur social, et cetera, mais on ne précise pas on lui donne, tu fais une affiche, d'accord, avec tes amis de classe. Tu fais quelque chose, mais ce sont pas les tâches qu'il va effectuer tous les jours. C'est pas, vraiment personnalisé, c'est pas, disons, imprégné par, son univers personnel. Je trouve que, cette composante pragmatique, et c'est là-dessus que je vais terminer, et je trouve que cette composante pragmatique, avant tout, elle nécessite vraiment une approche très personnalisée, de l'étudiant, et aussi du développement de juste de l'attitude pragmatique dans sa propre langue maternelle, dans sa voilà, quand il lit les textes. Il agit en tant qu'acteur, social, en tant qu'acteur, juste en tant que fils de famille, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, en tant que camarade de groupe, et cetera. Et je trouve que la compréhension de cette multiplicité de rôles et de fonctions qu'il peut assumer, ça permet une approche plus adaptée, compte tenu de toutes ces pratiques que je vous ai proposées. Loin d'être, exhaustive, j'espère que quand même ça a été intéressant, pour vous, et peut-être, oui, est-ce que vous auriez des questions à me poser? Ou juste des commentaires, des points d'amélioration, tout ce que vous voulez.